Votre programme d'information avec l'UIL, l'Université internationale de Libreville, le fleuron de la formation universitaire en Afrique. Le rendez-vous politique, le récapitulatif de toute l'information hebdomadaire à travers ce programme Konstieka All Week News sur votre chaîne de télévision, celle que vous avez choisi de regarder. Merci de nous rester fidèles, je suis Konstieka. Dans ce programme, nous parlerons du Congo, nous parlerons de la Côte d'Ivoire, qui a vu cette semaine la visite du président de la transition gabonaise, son Excellence, le général Brice Clotaire Oligui Nguema. On parlera même aussi du dialogue national du côté du Gabon. Nous allons parler du Cameroun, on va parler du Tchad, nous parlerons du Rwanda, du Sénégal, avec tout ce qui se met en place sur le plan gouvernemental. Restez les nôtres, vous avez fait le très bon choix. Dans ce programme Konstieka All Week News, nous allons parler du pays du président Alassane Ouattara, à savoir la Côte d'Ivoire, avec ce développement extraordinaire qui se fait au jour le jour dans ce pays béni des dieux. Le Premier ministre de la République de Côte d'Ivoire, M. Robert Begré-Mambé, a inauguré ce qu'on peut appeler, sans l'ombre d'un doute, comme une vraie révolution concrète de la production énergétique, qui honore la vision du président Alassane Ouattara de couvrir toute la Côte d'Ivoire en énergie électrique et faire de son pays, par des centrales solaires, le réservoir de l'énergie de l'Afrique de l'Ouest. Que demande le peuple? Des actes et non des paroles. Reportage Ousmana Koulibaly, Lévite Vaunan et Marcel Bassolé. C'est à Boundiali, le 3 avril 2024, que le Premier ministre Robert Begré-Mambé a procédé à l'inauguration de la phase 1 de la centrale solaire photovoltaïque de Boundiali, d'une capacité à terme de 83 MW. Le chef du gouvernement ivoirien a expliqué que cette infrastructure, qui sera une fois la phase 2 achevée, la plus importante centrale solaire photovoltaïque de l'Afrique de l'Ouest, ce qui concrétise la volonté du président de la République, son Excellence Alassane Ouattara, de faire de la Côte d'Ivoire le réservoir de l'énergie de l'Afrique de l'Ouest. Installée sur une superficie totale de 78 hectares, phase 1, 36 hectares et phase 2, 42 hectares, le projet de construction d'une centrale solaire à Boundiali a été initié dans le cadre de la diversification des sources de production d'électricité du pays, a expliqué le ministre des Mines, du Pétrole et de l'Énergie, M. Mamadou Koulibaly Sangafoa. La cérémonie de ce matin revêt un caractère historique. Pas seulement parce qu'il s'agit de la première centrale solaire du pays, mais parce qu'il s'agit en réalité du premier pas de notre pays dans sa marche transitionnelle vers des énergies propres. Le projet participe à l'atteinte des objectifs de l'État de Côte d'Ivoire, notamment l'accroissement de la part des énergies renouvelables dans le mix énergétique, soit 45% à l'horizon 2030, y compris la grande hydroélectricité, et le respect des engagements internationaux en matière de réduction des émissions de gaz à effet de serre, 31,4%. D'un coût global de 75,6 millions d'euros, la centrale solaire photovoltaïque de Boundiali facilitera l'électrification des villages et favorisera l'amélioration de la qualité de service de plus de 430 000 ménages, a expliqué le directeur général de Côte d'Ivoire Énergie, CIEnergie, M. Noumouri Sidibé. Le projet qui nous réunit ce jour, dans son envergure initiale, a consisté à la réalisation d'une centrale solaire photovoltaïque d'une capacité de 37,5 MW crête et d'un poste HTB pour l'évacuation de l'énergie. Un système de stockage de l'énergie par batterie d'une capacité de 10 MW, 11,9 MWh est également installé pour assurer le lissage de la production photovoltaïque en cas d'intermittence de la ressource solaire. Le président du conseil régional de la Bagoué, le ministre Bruno Nabagné-Koné, s'est félicité de la réalisation de la première centrale solaire photovoltaïque du pays dans sa région. Il a dit sa gratitude au chef de l'État et au Premier ministre pour cette infrastructure. Selon le ministre Bruno Nabagné-Koné, le taux d'électrification de la région est à ce jour de 96%. En effet, le nombre de localités électrifiées est passé de 33 en 2011 à 160 à ce jour, a-t-il fait savoir. Cette centrale contribue
à sécuriser notre approvisionnement énergétique et à le rendre plus propre en réduisant notre dépendance aux combustibles fossiles. D'autre part, elle stimule l'économie locale, crée des emplois et promeut dans notre région l'innovation technologique. Enfin, elle va renforcer l'autonomie énergétique de notre pays en faisant de notre région de la Bagoué, région jadis considérée comme pauvre et délaissée, une région pionnière dans le domaine des énergies renouvelables en Côte d'Ivoire. La centrale solaire photovoltaïque de Boundiali contribuera non seulement à l'alimentation d'environ 70 000 foyers, mais aussi à l'économie de 60 000 tonnes, l'équivalent de CO2 par an. Elle va favoriser la création de 300 emplois directs et indirects pendant la construction de la phase 2, dont la pose de la première pierre a été effectuée ce jour par le Premier ministre. Elle va à terme générer 40 emplois directs et indirects pendant l'exploitation. À la demande expresse du président de la République, son Excellence Alassane Ouattara, pour vous dire sincèrement merci pour l'engagement et la confiance renouvelée, ainsi que pour votre soutien sans faille dans la réalisation de sa grande ambition d'une Côte d'Ivoire solidaire. Le président nous a demandé de tout faire pour que dans le domaine de l'électricité, la Côte d'Ivoire soit le réservoir de l'énergie de l'Afrique de l'Ouest. Le projet de la centrale solaire photovoltaïque de Boundiali s'inscrit dans le plan directeur production 2014-2030 et a été réalisé avec le soutien financier du gouvernement allemand à travers le KfW et l'Union européenne. Après cet événement sur l'énergie solaire en Côte d'Ivoire et cette très grande centrale, nous allons tout de suite au Rwanda. Le Rwanda qui a vécu un moment exceptionnel. On a fait du rappel, on a parlé de souvenirs avec la présence de nombreux chefs d'État et des représentants de divers pays d'Afrique. Au Rwanda, la journée de commémoration des 30 ans du génocide des Tutsis, comme pour dire plus jamais ça. La Côte d'Ivoire était dignement représentée à ces 30 ans du génocide, un événement qui aura marqué le Rwanda et même d'ailleurs l'Afrique. Comme je disais tout à l'heure, plus jamais ça. La Côte d'Ivoire dignement représentée par le haut représentant du chef de l'État de Côte d'Ivoire, M. Gilbert Kone-Kafana, et ainsi que Mme Françoise Remarque, qui n'est autre que ministre de la Culture et de la Francophonie de la République de Côte d'Ivoire. Nous allons tout de suite au Rwanda, grâce à Séverin Tchatchoua, Charlotte Abdoulaye et Marcel Bassolé. L'an 30 du génocide des Tutsis au Rwanda. Le dimanche 7 avril 2024 débutent les commémorations officielles de ce qui deviendra le dernier génocide du XXe siècle. Un décor sombre pour exprimer la douleur, un arbre fleurissant pour dire oui à la vie, oui à l'espoir d'un monde de paix et de cohésion partagée. C'est la scène que le Rwanda a offert à ses invités venus des 4 coins du monde, notamment la Côte d'Ivoire, pour commémorer le Kwibuka 30 avec le peuple rwandais. Le Rwanda a une belle expérience à partager en matière culturelle. Et d'ailleurs, la culture, et on l'a vu au cours des cérémonies de commémoration de 30e année du génocide, la culture a joué un rôle important dans le processus de réconciliation et de cohésion sociale. Il y a 30 ans, entre les mois d'avril et de juillet 1994, entre 800 000 et 1 million d'hommes, de femmes et d'enfants, principalement Tutsis, ont été massacrés par un régime extrémiste Hutu. Les relations entre la Côte d'Ivoire et le Rwanda sont des relations de fraternité. Le président de la République qui a des rapports particuliers avec le président du Rwanda, c'est un événement qui nous concerne. Il pourrait se produire partout. Et je crois que c'est un exemple pour chacun d'entre nous de travailler à éviter que ce genre d'événements n'interviennent. C'est vraiment l'extrême limite de l'humanité. Le président de la République du Rwanda, son Excellence Paul Kagame, comme chaque année depuis 30 ans, a rallumé la flamme du souvenir au mémorial de Gisozin. Commémoration du Kwibuka 30 s'étendra sur 7 jours dans l'ensemble du territoire rwandais. La France, alliée du gouvernement Hutu à l'époque, est accusée de ne pas avoir agi malgré les alertes de violence envers les Tutsis et le risque d'un génocide. En 2021, Emmanuel Macron avait reconnu les responsabilités de la France dans le génocide des Tutsis.
Restons en Afrique centrale après ce moment qu'on veut vraiment inoubliable et plus jamais dans un pays africain, notre Afrique très chère, cette mère patrie. Nous allons tout de suite nous rendre au Congo-Brazzaville, ce pays dirigé par le président Denis Sassou Nguesso. Le président de la République congolaise est de retour dans son pays après un périple qui l'a conduit à Bakou et Kigali. Reportage Charlotte Abdoulaye, Gérard Richard Gozo, Séverin Tchatchoua et Marcel Bassolé. Le chef de l'État congolais, son Excellence Denis Sassou Nguesso, a regagné Brazzaville le lundi 8 avril 2024 après un séjour de plus d'une semaine passé à l'étranger, notamment à Bakou en Azerbaïdjan et à Kigali au Rwanda. Le chef de l'État congolais, son Excellence Denis Sassou Nguesso, est partagé entre satisfaction et émotion. Satisfaction pour avoir effectué une visite officielle en Azerbaïdjan, qui puisse être la première pour un chef d'État congolais. Il a par ailleurs jeté les bases de la coopération entre Bakou et Brazzaville, ce qui a abouti à la signature des accords de coopération avec son homologue azerbaïdjanais, qui balise l'établissement des relations bilatérales entre les deux pays. Émotion pour avoir assisté au 30e anniversaire du génocide des Tutsis, commémoration de sinistre mémoire, puisque c'en est bien une, rappelant à la mémoire collective l'étendue de la barbarie, d'autant qu'elle est si alimentée par des récits. Cette commémoration sonne comme un changement de cap, en dépit des souvenirs des horreurs du passé qui continuent de hanter la génération victime de cette tragédie. De retour de Bakou et Kigali, de destination avec deux portées différentes, pourtant la même dynamique, le chef de l'État congolais, son Excellence Denis Sassou Nguesso, reste content dans ses convictions, notamment de poursuivre la construction du Congo par le biais d'une gouvernance publique en cours d'assainissement et des partenariats patiemment et intelligemment noués. Le Gabon sera à l'honneur dans ce programme de par d'abord le respect des engagements pris par le comité de transition au Gabon dirigé par le général Brice Oligui Nguema pour respecter tout ce qui a été dit depuis le coup de libération de ce peuple d'Afrique, à savoir ce coup du 30 août dernier. Nous allons parler de ce dialogue national tel promis par le comité de transition au Gabon, c'est-à-dire ils avaient promis le 2 avril l'ouverture de cette conférence nationale, ça a été chose faite. Et les travaux ont débuté dès le 8 avril. Nous allons faire un tour du côté de Gabon grâce à notre correspondant officiel, M. Teddy Ossé. Le dialogue national inclusif au Gabon promet et rassure, selon les observateurs et participants, ouvert depuis le 2 avril au stade sino-gabonais de la commune d'Akanda à Libreville. Et avant de vous proposer cet élément de notre reporter et correspondant officiel du côté de Libreville, M. Teddy Ossé, nous allons faire un clin d'œil à notre partenaire officiel qui n'est autre que l'Université internationale de Libreville qui forme des cadres, comme j'ai pour habitude de dire, qui sont prêts à répondre à l'exigence du marché du travail. L'Université internationale de Libreville, reconnue d'utilité publique grâce à son partenariat avec l'État, est un établissement privé d'enseignement supérieur à vocation scientifique et technologique composé, entre autres, de l'École polytechnique de Libreville, de la Faculté de droit et des sciences politiques, de l'Institut international de recherche biomédicale et biotechnologie, de l'Institut supérieur de gestion et d'économie appliquée. Et sa toute nouvelle école de médecine et de pharmacie. Son ouverture sur le monde du fait de ses partenariats avec les prestigieuses universités et institutions internationales lui permettent de s'arrimer à plusieurs systèmes de formation et de délivrer des diplômes reconnus. DUT, licence, ingénieur, master recherche et professionnel, exécutive MBA, doctorat. Venez vous former à l'exécutive MBA de l'UQAM Canada au métier de l'économie, gestion, du droit et de la science politique de l'industrie médicale et pharmaceutique. Devenez technicien supérieur ou ingénieur à l'Université internationale de Libreville, le fleuron de la formation universitaire en Afrique.
Le dialogue national inclusif au Gabon à l'entame, rassure et promet. Les différentes commissions sont entrées de plein pied dans l'analyse, le diagnostic, la mise à plat de tous les errements, abus et hybrides transversaux qui ont conduit au coup de libération par le CTRI au soir du joyeux souvenir du 30 août 2023. Les commissaires ont la lourde charge de la responsabilité de dessiner les contours d'un Gabon nouveau, correspondant aux profondes aspirations des populations, avec des institutions fortes, ancrées résolument dans un état de droit et de justice sociale, se conjuguant avec la démocratie dans son expression la plus noble. Le président de la transition, le général Brice Clotaire Oligui Nguema, a voulu ce dialogue national inclusif, mais aussi et surtout sans tabou ni totem. Et cette exigence de transparence sera relayée quotidiennement par un point de presse tenu par Monseigneur Jean-Bernard Asseko, rapporteur général de ces assises, et déjà à l'œuvre. Mesdames et messieurs, les travaux en commission et sous-commission, débutés hier lundi 8 avril 2024 sur le site d'Angonje, se sont poursuivis aujourd'hui avec le même dynamisme et avec le même entrain. Selon les principes du dialogue national inclusif, les thématiques soulevées par les Gabonais, soit 38 000 contributions, sont soumises aux participants et font l'objet d'analyse et de réflexion. Il est important de rappeler que les débats se déroulent dans une ambiance très démocratique et sans tabou, dans un esprit de courtoisie et de respect mutuel. Les travaux en commission étant divers et variés, nous vous ferons aujourd'hui un rapport du début des débats dans la commission économie, notamment dans la sous-commission emploi, qui, dans son atelier, examine depuis ce matin les causes de la crise de l'emploi au Gabon. Les commissaires débattent du plan d'urgence à mettre en place d'ici 5 ans en ce qui concerne le plein emploi pour tous les moyens de la promotion de la culture entrepreneuriale au Gabon. Le tout va reposer sur l'élaboration d'une politique publique en matière du plein emploi. Toujours dans la sous-commission emploi, le groupe s'est penché sur les mesures à mettre en œuvre pour améliorer le code du travail d'une part et pour améliorer les conditions du travailleur en territoire gabonais. Toujours dans la sous-commission emploi, les travaux en atelier ont traité des thématiques ci-après. La révision tripartite des articles querellés du Code du travail, la rédaction des textes d'application du Code du travail, la révision du décret 162/PR/MT du 7 mars 2016 relative aux conditions d'emploi des travailleurs étrangers en République du Gabon, la rédaction d'une loi portant statut particulier des inspecteurs et contrôleurs de travail, le renforcement de l'autorité des inspecteurs et contrôleurs de travail, le recrutement et la formation des inspecteurs et contrôleurs du travail, l'amélioration des conditions de vie et de travail au Gabon. La charpente des travaux du dialogue national est constituée par des commissions qui, elles, sont subdivisées en sous-commissions pour plus d'efficacité et de célérité. 1. Commission politique. Cette commission comprend des sous-commissions, à savoir le régime et institutions politiques, la souveraineté nationale, les droits et libertés, la réforme et organisation de l'État. 2. Commission économique. Cette commission a pour sous-commission l'économie et finances, l'équipement et infrastructure, travaux publics, l'emploi, l'agriculture et l'environnement. 3. Commission sociale. Cette commission a pour sous-commission la formation, le bien-être social, le patrimoine culturel et ses valeurs, jeunesse, loisirs et sport. Il faut souligner que le climat dans lequel se déroule ce dialogue national inclusif au Gabon à Libreville est totalement inédit, à la différence du passé. Le seul intérêt qui prévaut de manière suprême et absolue, c'est la renaissance d'un Gabon nouveau dans tous les fondements. Concernant la thématique liée à la fonction publique,
Les commissaires travaillent sur la mise en place et la définition d'une politique de recrutement des agents publics. Dans la même commission économie, la sous-commission agriculture et environnement s'est penchée sur les thèmes de la pollution et de la gestion des ordures d'une part, et sur les thèmes de l'environnement urbain et du développement local d'autre part. Enfin, le Bureau du dialogue national inclusif informe l'ensemble des participants au dialogue que la journée du mercredi 10 avril 2024, marquant la célébration de la fin du Ramadan, est déclarée chômée et payée sur l'ensemble du territoire national. Par conséquent, les travaux sont suspendus pour cette journée et devront reprendre jeudi 11 avril 2024 à 8h30. Je vous remercie. L'entame des travaux de ce dialogue national inclusif à Libreville au Gabon rend les observateurs et les membres du panel optimistes et unanimes par cet objectif qui porte pour le Gabon l'espoir du renouveau. Tout en souhaitant que tout se passe très bien dans ce dialogue national qui promet. Et vous voyez tout le monde réuni comme un seul homme, forme une famille pour donner un nouvel élan à ce nouveau Gabon. Nous quittons le Gabon pour la Côte d'Ivoire. Son Excellence Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire, a reçu le ministre français de l'Europe et des Affaires étrangères. Il était au rendez-vous, comme toujours, le responsable de nos reportages spéciaux, M. Ousmane Coulibaly, assisté de Lévi Tovronan à la résidence officielle du président de la République de Côte d'Ivoire, Son Excellence Alassane Ouattara. Reportage Charlotte Abdoulaye, Ousmane Coulibaly et Lévi Tovronan. Le lundi 8 avril 2024, le président de la République de Côte d'Ivoire, son Excellence Alassane Ouattara, a eu un entretien avec le nouveau chef de la diplomatie française, M. Stéphane Séjourné, ministre français de l'Europe et des Affaires étrangères, depuis janvier 2024. Au centre des échanges entre le chef de l'État ivoirien et son hôte, les relations économiques entre les deux pays, la situation sécuritaire dans la sous-région ouest-africaine, les rapports privilégiés entre la Côte d'Ivoire et la France, la situation de crise sur le plan international. Le président de la Côte d'Ivoire, son Excellence Alassane Ouattara, a réitéré ses remerciements à la France pour son soutien à la Côte d'Ivoire dans plusieurs domaines, notamment économiques, social, sécuritaire, éducatif. Tout le monde connaît les liens historiques, les liens d'amitié, les liens de coopération entre la République française et la Côte d'Ivoire. Et ces liens continuent de se renforcer sous l'autorité du président Macron et de moi-même. Et dire un grand merci à la République française pour le soutien qu'il nous a apporté dans quasiment tous les domaines, que ce soit dans le domaine économique, le domaine social, le domaine sécuritaire et de renseignement, et dire que la Côte d'Ivoire est sur la bonne voie, l'économie se porte bien, le pays est en paix et nous avons bien sûr quelques soucis à nos frontières, surtout nord, mais nous travaillons là-dessus et je suis confiant que les excellentes relations que nous avons avec la République française continueront davantage de se renforcer. Le chef de la diplomatie française a salué les performances économiques de la Côte d'Ivoire avec la contribution des entreprises françaises et les progrès accomplis par notre pays sur le plan des infrastructures, notamment l'avancée des travaux du métro d'Abidjan. Je voudrais d'abord peut-être vous adresser une double félicitation pour la CAN à la fois sportive et aussi organisationnelle. J'espère qu'en tout cas la France fera aussi bien lors de l'organisation de nos Jeux olympiques et paralympiques qui se dérouleront cet été. Je voudrais saluer les bons résultats de l'économie ivoirienne. Depuis maintenant plus d'une décennie, vous avez su de manière remarquable organiser l'économie et être sur une dynamique de croissance importante. Nous participons avec les entreprises françaises en tant que premier bailleur à cette économie et je me félicite également d'un point de vue des infrastructures. On évoquait notamment le métro qui avance bien et la participation de nos entreprises
Nous avons également évoqué nos partenariats et nos liens humains, et je crois que c'est aussi le sens de l'histoire de nos nouvelles relations entre les deux pays, avoir des partenariats qui sont équilibrés, avec une diaspora qui fait ce lien entre nos cultures et nos économies. Et puis, enfin, nous avons évoqué les crises, à la fois internationales et régionales. D'abord pour remercier le président de sa constance dans le soutien à la position française et européenne sur l'invasion de la Russie en Ukraine. C'est un sujet existentiel, une crise existentielle pour l'Europe, vous le savez, je vous l'ai rappelé, et je voudrais vous remercier de la constance et du soutien pour cette crise. Et puis nous avons également évoqué les sujets régionaux, ainsi que le rôle que vous avez dans la stabilité de la CEDEAO ici au niveau régional. Je vous en remercie et nous continuerons en tout cas à œuvrer avec vous dans la région. Le ministre, directeur du cabinet du président de la République de Côte d'Ivoire, M. Fidel Sarasoro, le ministre des Affaires étrangères, de l'intégration africaine et des Ivoiriens de l'extérieur, M. Léon Ouaja Kakou Adom, et la secrétaire générale de la présidence de la République, Mme Masséré Touré-Koné, ont pris part à cet entretien. Le rendez-vous panafricain de l'information politique, économique et touristique nous amène tout de suite au Tchad, le pays présidé par son Excellence Mahamat Idriss Déby Itno. À N'Djamena, la capitale du Tchad, le secrétaire d'État émirati a été reçu par le président de transition de la République du Tchad. Reportage Charlotte Abdoulaye, Séverin Tchatchoua et Marcel Bassolé. Le président de transition, président de la République du Tchad, chef de l'État, général Mahamat Idriss Déby Itno, a reçu en audience le secrétaire d'État émirati aux affaires étrangères, chargé des questions africaines, son Altesse Cheikh Chakbout bin Nahyan Al Nahyan, à la tête d'une forte délégation. Il a transmis un message verbal du président des Émirats Arabes Unis, son Altesse Cheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan, au chef de l'État. Cette visite du secrétaire d'État émirati aux affaires étrangères intervient moins de 2 semaines après la visite officielle du président de la République du Tchad, le général Mahamat Idriss Déby Itno, à Abu Dhabi, à l'invitation du président des Émirats Arabes Unis, son Altesse Cheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan. Le séjour de la délégation émirati à N'Djamena entre dans le cadre du raffermissement des relations entre le Tchad et les Émirats Arabes Unis, 2 pays amis et 2 peuples frères. Outre le message verbal dont il est porteur, le secrétaire d'État émirati aux affaires étrangères, chargé des questions africaines, son Altesse Cheikh Chakbout bin Nahyan Al Nahyan, a déclaré avoir fait le déplacement du Tchad pour procéder à l'inauguration officielle de l'hôpital Tchad Émirats Arabes Unis, construit à Abéché, le chef-lieu de la province du Ouaddaï, et suivre personnellement les multiples volets de la riche et fructueuse coopération bilatérale. Après le Tchad, on traverse, que ce soit à vélo ou c'est une pirogue, le Logon-Echari, et on arrive au pays du Triangle, à savoir le pays dirigé par son Excellence M. Paul Biya, président de la République du Cameroun. Et dans ce pays, le Cameroun, un événement qui fait plaisir à toute l'Afrique, la découverte du processus pour essayer d'éradiquer le paludisme qui tue plus que toutes les autres maladies nos peuples africains. Le paludisme, ce fléau qui est la maladie, comme je le disais tantôt, qui tue le plus en Afrique, le Cameroun a décidé de transmettre sa stratégie de vaccination contre cette maladie, le paludisme. Nombreux Africains, nombreux responsables africains et même les responsables de l'OMS y ont été à cette grande conférence où le Cameroun a décidé comme ça de transmettre sa stratégie. Reportage Raoul Sankoué, Gérard Richard Gozo, Tchatchoua Séverin, Marcel Bassolé. De nombreux pays africains, notamment le Bénin, le Burkina Faso, la République démocratique du Congo, la Sierra Leone, le Ghana et des représentants de l'OMS venus de divers pays africains ont séjourné au Cameroun durant 2 jours pour un atelier sur la stratégie de vaccination contre le paludisme. Les travaux consistaient à tirer l'expérience du Cameroun quant à sa stratégie de vaccination contre le paludisme engagée après l'introduction du vaccin antipaludique dans le programme de vaccination le 22 janvier 2024.
Les travaux se sont ouverts à Douala après une cérémonie protocolaire présidée par le ministre de la Santé publique, le Dr Manaouda Malachi, en présence du Dr Fanuel Abimana, représentant résident de l'OMS au Cameroun, accompagné du représentant du gouverneur de la région du littoral, du préfet du Vouri, accompagné d'une forte délégation de l'Organisation mondiale de la santé publique de plusieurs pays. Étant le premier pays africain à introduire le vaccin Mosquirix dans la vaccination de routine, le Cameroun a vacciné plus de 2 millions de personnes en 3 mois, à travers les 42 districts de santé choisis pour l'opération. Le Cameroun partage ainsi, n'est-ce pas, son expérience. Et nous savons très bien que lorsque nous avons reçu ces vaccins, il y avait une polémique, une vive polémique, j'allais dire, et un niveau d'acceptabilité qui devrait être à caution. Aujourd'hui, en faisant l'évaluation, nous nous rendons compte que, effectivement, les explications qui ont été apportées, la transparence, n'est-ce pas, qui a régné autour de l'introduction de ce vaccin au Cameroun, et surtout la volonté politique affichée, qui va de Monsieur le Président de la République, son Excellence Paul Biya, au chef du gouvernement, Chief Dr Dion Ngouté, à l'ensemble de son gouvernement et aux acteurs de la vie politique qui ont reçu ce vaccin et qui ont vu en ce vaccin un moyen supplémentaire de lutte contre le paludisme. Quand on connaît le poids, n'est-ce pas, du paludisme sur notre dispositif sanitaire, personne ne pouvait être indifférent à l'introduction de quelque chose qui va venir booster la lutte contre le paludisme. Je rappelle ici qu'il s'agit d'un vaccin qui ne va pas remplacer les autres modes de lutte, mais qui vient s'ajouter à ce mode de lutte pour pouvoir avoir davantage d'efficacité et de résultats. Des statistiques qui flattent l'Organisation mondiale de la santé eu égard de la lutte contre le paludisme. Un état de fait qui justifie le choix du Cameroun comme exemple à suivre par les autres pays africains engagés dans le combat contre cette maladie. Dans le PEV de routine, et d'autres qui vont commencer à l'introduire. Mais peut-être il faut prendre un petit recul et parler du paludisme d'abord. Le paludisme, c'est une maladie qui a un poids lourd dans nos communautés. Au niveau mondial, nous parlons de plus de 200 millions de cas et plus de 600 000 décès. Et vous savez que le Cameroun appartient à une liste de 11 pays, tous en Afrique, qui concentrent 70% de la mortalité mondiale contre le paludisme. Et donc, l'introduction de ce vaccin contre le paludisme, qui a été préqualifié par l'Organisation mondiale de la santé, le Cameroun a initié la vaccination en janvier 2024. Et donc d'autres pays souhaitent apprendre comment le Cameroun s'y est pris en termes de planification, en termes de révision des outils, en termes de renforcement des capacités, en termes de communication et surtout de comment rassurer les populations. Pour rappel, selon l'Organisation mondiale de la santé, le paludisme est une maladie qui a un poids lourd sur les communautés africaines. Au niveau mondial, on dénombre un peu plus de 200 millions de personnes touchées par la maladie et plus de 600 000 décès. L'administration des doses de ce vaccin Mosquirix est de nature à réduire considérablement la progression du paludisme dans le monde et en Afrique en particulier. Voilà ce qui fait plaisir à tous les Africains de savoir que bientôt, on ne parlera plus du paludisme dans notre belle Afrique, cette Afrique de nos ancêtres. Nous allons au pays de la Teranga, à savoir le Sénégal, où déjà l'équipe en place est au four et au moulin. La politique au Sénégal, version son Excellence Bassirou Diomaye Diakhar Faye, est déjà en marche, avec la passation de service entre le Premier ministre sortant et M. Ousmane Sonko, nouveau Premier ministre, qui prône la rupture et l'efficacité. L'équipe de rédaction de CNN a décidé de faire un tout petit peu ce qu'on appelle un coup double, à savoir vous présenter cette passation de service entre le Premier ministre sortant et le Premier ministre entrant, et ensuite vous présenter aussi le premier conseil de ministres de la République du Sénégal. Reportage Charlotte Adboulaye, Gérard Richard Gozo, Tchatchoua Séverin et Marcel Bassolé.
Le nouveau Premier ministre M. Ousmane Sonko et son prédécesseur M. Sidiki Kaba ont procédé le lundi 8 avril 2024 à la passation de service actant l'entrée en fonction officielle du chef du gouvernement désigné par le nouveau président de la République du Sénégal, son Excellence Bassirou Diomaye Diakhar Faye. Le Premier ministre sortant M. Sidiki Kaba a accueilli et introduit le nouveau Premier ministre du Sénégal, M. Ousmane Sonko, nommé le 2 avril 2024, prend fonction officiellement le 8 avril 2024. Pour rester dans le registre de la rupture prônée par le renouveau régime, l'acte se vaudra purement technique. On est réunis aujourd'hui dans le cadre d'une tradition républicaine qui rappelle un principe fondamental, celui de la continuité de l'État, qui transcende les pouvoirs qui se succèdent, les différents régimes, et qui doit rester au service du peuple, quelle que soit la coloration des équipes qui arrivent. La cérémonie d'aujourd'hui est la matérialisation du choix qui a été porté sur notre modeste personne par son Excellence le Président Bassirou Diomaye Diakhar Faye pour coordonner et impulser l'action du gouvernement. Donc nous sommes venus procéder à la transmission de cette lourde responsabilité entre le Premier ministre sortant, M. Sidiki Kaba, et moi-même. Présents pour cet acte solennel, les plus proches collaborateurs, les ministres entrants et sortants, le secrétariat général du gouvernement, l'administration de la primature et pour finir, l'inspecteur général d'État pour officialiser cet acte. S'exprimant devant les journalistes à l'issue de la cérémonie, le nouveau Premier ministre a fait observer que la passation de service, qui s'est passée dans de très bonnes conditions, permettra à la nouvelle équipe de commencer à exercer ses nouvelles responsabilités. C'est une passation qui s'est passée dans de très bonnes conditions. Je remercie M. le ministre donc et toutes ses équipes pour l'accueil, pour la qualité des documents de passation qui ont été élaborés. Je le félicite également pour ces longues années de bons et loyaux services à la tête de l'État, au sommet de l'État en tout cas, et surtout ces longues années de services irréprochables puisqu'il a eu à exercer dans différents départements ministériels. Et je n'ai pas souvenance qu'il ait été cité dans autre chose qu'une bonne application des consignes, des directives, mais également de la déontologie. Nous le félicitons et nous lui souhaitons une bonne continuation, certainement dans d'autres sphères ou dans d'autres activités. Et dans les prochaines heures et les prochains jours, nous nous attellerons à installer l'ensemble du gouvernement pour que, immédiatement après les fêtes de Korité, les différents départements ministériels puissent être opérationnels. Le nouveau Premier ministre sénégalais, M. Ousmane Sonko, est né le 15 juillet 1974 à Thiès, inspecteur des impôts et des domaines. Il a servi 15 années durant. Il a été vérificateur fiscal, auditeur interne, premier secrétaire général du syndicat autonome des impôts et des domaines, homme d'État sénégalais, député à l'Assemblée nationale de 2017 à 2022, maire de Ziguinchor depuis 2022. Un conseil de ministres s'est tenu le mardi 9 avril 2024 au Palais de la République sous la présidence du chef de l'État, son Excellence M. Bassirou Diomaye Diakhar Faye. À l'entame de sa communication, le président de la République a saisi l'occasion de ce premier conseil des ministres après sa prestation de serment le 2 avril 2024 pour exprimer encore une fois sa reconnaissance infinie et sa profonde gratitude au peuple sénégalais qui lui a fait confiance avec son élection au premier tour avec 54,28% des suffrages exprimés. Ce qui dénote de l'espoir immense placé au projet collectif défendu pour un Sénégal uni, souverain, juste et prospère. Le chef de l'État a, à cet égard, salué la maturité du peuple sénégalais et sa volonté manifeste de soutenir une rupture en profondeur, d'accompagner une transformation du système à tous les niveaux de la vie économique et sociale du pays. Le président de la République a remercié et félicité tous ses compagnons et soutiens pour l'engagement historique exceptionnel, la résilience et le courage qui ont permis cette alternance inédite acquise de haute lutte avec tant de sacrifices.
Le chef de l'État a ainsi félicité M. Ousmane Sonko, nommé Premier ministre de la République du Sénégal. Il a magnifié sa posture de patriote et son travail au quotidien pour la préservation des idéaux partagés afin de consolider la souveraineté et le rayonnement du Sénégal. Le président de la République a en outre félicité les 25 ministres et les 5 secrétaires d'État, membres du gouvernement, nommés le 5 avril 2024. Le chef de l'État a demandé au gouvernement d'accélérer la réalisation intensive et cohérente du projet en travaillant avec précision, diligence, méthode et efficacité à la satisfaction des populations et au mieux des intérêts du Sénégal. Le président de la République a insisté sur le rôle, l'action et la responsabilité du gouvernement, institution qui doit toujours s'arrimer au respect de l'état de droit et aux valeurs panafricaines historiques qui entretiennent notre vie en société au regard de la montée en puissance des impatiences et exigences des populations. Le chef de l'État a notamment rappelé la nécessité de définir et de mettre en œuvre une politique inspirée par le projet de transformation systémique du Sénégal, décliné en 5 orientations majeures. Ces dernières doivent s'ériger en axes prioritaires de l'action gouvernementale. Il s'agit de la jeunesse, l'éducation, la formation, l'entrepreneuriat et l'emploi des jeunes et des femmes. La lutte contre la cherté du coût de la vie et l'augmentation du pouvoir d'achat des ménages. La modernisation de la justice, la protection des droits humains, la bonne gouvernance, la transparence, la reddition des comptes et l'amélioration de notre système démocratique et électoral. La souveraineté économique et la prospérité du Sénégal, l'exploitation optimale des ressources naturelles et le développement endogène durable des territoires. 5. La consolidation de l'unité nationale et des solidarités dans un renforcement de la sécurité, de la paix et de la stabilité du pays. Dès lors, le président de la République a demandé au Premier ministre, sur la base du projet et des orientations présidentielles sus-indiquées, de finaliser avant la fin du mois d'avril 2024, le plan d'action du gouvernement avec un agenda précis de réalisation des objectifs fixés. Dans cette perspective, le chef de l'État a demandé au Premier ministre de veiller à la mise en place effective et rapide des cabinets ministériels et de proposer pour chaque ministère une nouvelle organisation rationalisée et des nominations qui sont conformes aux réformes et des objectifs sectoriels validés. Le président de la République a également demandé au Premier ministre de procéder à une revue générale des programmes et projets, du capital humain, audit des recrutements et ressources humaines et des ressources budgétaires dans chaque ministère. Faire la situation générale des finances publiques, conformément au code de transparence dans la gestion des finances publiques, de la coopération internationale, l'état de toutes les conventions de financement signées et des partenariats publics-privés. Engager sans délai avec le secteur privé, national notamment, la mise en œuvre d'une politique hardie de relance de l'économie nationale. Changer le référentiel de politique économique et sociale avec la consécration du projet. Préparer le programme législatif et réglementaire du gouvernement à partir des textes et de l'agenda d'adoption proposés par chaque ministère. Enfin, le chef de l'État a demandé au Premier ministre de repenser l'organisation et le fonctionnement de l'administration et du secteur parapublic et d'accentuer la réforme du service public autour de la digitalisation des procédures et de la transformation numérique des structures. Le président de la République a ordonné la tenue d'un séminaire gouvernemental de cadrage global de l'action de l'État, ainsi que le développement d'une stratégie de communication gouvernementale innovante basée sur l'anticipation, la précision des messages, mais surtout sur l'appropriation des politiques publiques par les populations qui doivent rester au cœur des interventions du gouvernement. À ce titre, le chef de l'État a invité les membres du gouvernement à rester humbles et sobres, à cultiver l'écoute, l'efficacité, dans la collégialité et la solidarité, afin d'assurer la réalisation soutenue du projet. Le président de la République a par ailleurs partagé avec les membres du Conseil la lettre d'orientation qu'il a adressée aux fonctionnaires et agents de l'administration du Sénégal. Dans sa communication, le Premier ministre a tenu à féliciter le chef de l'État pour sa brillante élection à la magistrature suprême du Sénégal. Il a également remercié le président de la République pour sa confiance, le plaçant à la direction du gouvernement, et a réitéré son engagement permanent et celui de l'ensemble du gouvernement à œuvrer, sous l'autorité du président de la République, à l'accomplissement du projet collectif et souverain au service des Sénégalaises et des Sénégalais. Je disais tantôt qu'on parlera énormément du Gabon dans ce programme. Vous savez que ce programme, qui ne dure qu'1 heure, parle de toute l'Afrique. On essaye un peu de trier au volet, morceaux choisis bien sûr.
Nous allons parler de cette visite de travail et d'amitié de 72 heures. Le président de la République de Côte d'Ivoire, son Excellence Alassane Ouattara, a reçu le président de la transition gabonaise, à savoir le général Brice Clotaire Oligui Nguema, et une forte délégation gabonaise en Côte d'Ivoire pour cette visite de travail et d'amitié qui a duré 3 jours. Vous verrez une ambiance fraternelle, cordiale, qui montre aux yeux de l'Europe comment l'Afrique sait gérer ses affaires, comment l'Afrique se comporte et comment les rapports sud-sud sont des rapports excellents. Et ensemble, les deux personnalités politiques ont évoqué un panorama de grands sujets. Reportage depuis le palais présidentiel à Abidjan, l'équipe de reportage spécial de CNN dirigée par Ousmana Coulibaly, assisté de Lévite Vonan, et à la post-production Marcel Bassolé. La relation fraternelle entre le Gabon et la Côte d'Ivoire, vieille de 54 ans, se matérialise encore par cette visite de 3 jours d'amitié de travail en Côte d'Ivoire du président Brice Clotaire Oligui Nguema, chef de l'État gabonais. Arrivé sous cette température douce de la mi-journée du jeudi 11 avril, en cette période ensoleillée en Côte d'Ivoire, le cortège du vice-président M. Thiemoko Melet-Kone sera suivi de l'hôte de la Côte d'Ivoire du jour, en visite de travail et d'amitié. Le président de la République gabonaise, le général Brice Clotaire Oligui Nguema, dans un costume bleu nuit et une cravate bleu pétrole, accueilli sur le perron du palais présidentiel par le chef de l'État de Côte d'Ivoire, son Excellence Alassane Ouattara, vêtu d'un costume gris foncé. Un accueil des plus chaleureux qui témoigne l'excellent rapport entretenu entre Abidjan et Libreville. L'entretien, qui aura duré plus d'1 heure de loge entre les deux chefs d'État, en présence de leur délégation, à savoir le président de la République gabonaise et sa forte délégation constituée de politiques gabonais, des membres de son cabinet présidentiel, tous face aux personnalités ivoiriennes, parmi lesquelles le vice-président de la République, M. Thiemoko Melet-Kone, le ministre d'État, ministre de la Défense de Côte d'Ivoire, M. Téné Birahima Ouattara, le ministre d'État, ministre de l'Agriculture, M. Kobena Djoumani Kouassi, le ministre directeur du cabinet présidentiel, M. Fidel Sarasoro, le ministre de l'économie, du plan et du développement, Madame Niale Kaba, le ministre Diarasouba Souleymane, ministre du commerce et de l'industrie, aux côtés du secrétaire général de la présidence de la République, Madame Massiri Touré Kone. Échange convivial et compte rendu du président de la République gabonaise à son aîné, le président de la République de Côte d'Ivoire, de la situation qui prévaut au Gabon. Point du dialogue national, situation des pays de l'AES et plaidoirie au profit de ses frères d'armes et toute forme de proposition allant dans le sens de la paix et la cohésion sociale entre les peuples d'Afrique, teintée de cette marque de respect fraternel qui caractérise ce dont le peuple gabonais apprécie à la juste valeur chez leur président de la République, le général Brice Clotaire Oligui Nguema. Au point de presse, le président de la République de Côte d'Ivoire, son Excellence Alassane Ouattara, s'est exprimé. Monsieur le Président et chers frères, je voudrais vous souhaiter la bienvenue à l'occasion de cette visite d'amitié et de travail que vous effectuez en Côte d'Ivoire. Akouaba à vous-même, ainsi qu'à chacun des membres de la délégation qui vous accompagne. Comme vous le savez, la Côte d'Ivoire et le Gabon entretiennent une excellente et fraternelle coopération depuis l'établissement des relations diplomatiques en 1966. Cette visite est l'occasion pour nous d'échanger sur des questions d'intérêt commun. Et c'est ce que nous avons commencé à faire. Monsieur le Président, au cours de notre entretien, nous avons échangé sur la situation politique dans nos deux pays, ainsi que sur l'état de notre coopération bilatérale. Depuis 8 mois, le Gabon traverse une étape importante de sa jeune histoire, marquée par la transition politique en cours. La Côte d'Ivoire suit évidemment avec un grand intérêt cette évolution et se félicite des efforts que vous déployez pour retourner à la normalité constitutionnelle
depuis août et je dois dire que nous apprécions le climat apaisé qui est donc la situation actuelle du Gabon. À cet égard, je voudrais vous réitérer mes félicitations pour la convocation du dialogue national inclusif au Gabon, auquel nous souhaitons un plein succès dans l'intérêt du peuple frère gabonais. La Côte d'Ivoire sera bien évidemment à vos côtés pour vous offrir nos conseils et partager avec vous notre expérience et les valeurs de paix, de concorde et de cohésion qui nous animent tous les deux. S'agissant de la coopération bilatérale, nous nous sommes engagés à intensifier davantage nos échanges économico-commerciaux, notamment dans les secteurs agricoles, miniers et énergétiques, parce que nous le savons tous, il y a une affinité spéciale entre les Gabonais et les Ivoiriens, et comme vous l'avez dit, le premier Gabonais à fouler le sol ivoirien date de 1906. Et nous avons de nombreux Ivoiriens qui résident et qui sont heureux de travailler au Gabon. Pour terminer, Monsieur le Président, je voudrais vous réitérer mes remerciements pour votre visite en Côte d'Ivoire, ainsi que les échanges fructueux que nous venons d'avoir. Je forme des vœux pour le bon déroulement du dialogue national engagé et vous réaffirme la disponibilité de mon pays à œuvrer de concert avec le Gabon au renforcement des relations historiques, d'amitié, de fraternité et de coopération entre nos deux pays pour le bénéfice mutuel des peuples gabonais et ivoiriens. Et bon séjour en Côte d'Ivoire, Monsieur le Président, heureux de votre séjour. Ensuite, le président de la République gabonaise, son Excellence Brice Clotaire Oligui Nguema, utilisant plus le terme « aîné » pour parler du président de la République, son Excellence Alassane Ouattara, comme pour marquer dans ses propos tout le respect des valeurs africaines qui témoignent de la respectabilité et de l'estime du peuple gabonais à son égard. Pour ma part, je tiens avant tout à remercier mon aîné ici présent, le président Alassane Dramane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire, pour cette visite d'amitié et de travail qui aujourd'hui unit également nos peuples. Mes remerciements vont également à l'endroit du peuple ivoirien tout entier pour l'accueil chaleureux et l'hospitalité accordée à ma personne et à la délégation qui m'accompagne. J'en profite pour lui adresser mes sincères félicitations pour le succès de l'organisation de la Coupe d'Afrique des Nations que nous avons tous vécu et dont les éléphants de Côte d'Ivoire ont été les grands vainqueurs de ce tournoi. Félicitations. Merci beaucoup. Et à l'équipe ivoirienne. Comme je le disais lors de notre entretien, le Gabon et la Côte d'Ivoire sont des nations sœurs qui entretiennent des relations d'amitié, de partage, de coopération, une excellente coopération aujourd'hui depuis 1966. Et je me réjouis de l'excellente qualité de ces relations. C'est aussi pour moi l'occasion de souligner avec satisfaction l'implication de son Excellence Alassane Ouattara, autant que sa volonté constante de soutenir et d'accompagner le processus de transition intergabonaise. J'en ai surtout profité pour lui faire le point, le compte rendu des avancées du dialogue actuel à Libreville, dont il est très favorable du travail accompli, et merci. Eu égard à ce qui précède, je sollicite également l'appui, je dirais pas homologue, de mon aîné, ici présent, afin de plaider en faveur de la levée des sanctions de l'Union africaine qui pèse sur le Gabon. Et je sais compter sur vous. Nos échanges ont également porté sur le renforcement d'une coopération sud-sud, qui passe par l'ouverture
du marché gabonais aux entreprises ivoiriennes, dont l'expertise dans divers domaines est avérée. Ces échanges ont également permis de raffermir et renforcer les liens d'amitié et de coopération entre nos deux pays. En outre, je salue le leadership du président Ouattara dans le domaine infrastructurel au regard des efforts consentis pour changer le visage de la Côte d'Ivoire et pour le bien-être des Ivoiriens. Enfin, cette tribune est également l'occasion de remercier le président Alassane Ouattara, doyen de la sous-région de la CEDEAO, pour le retour de mes frères d'armes et de leurs États au sein de la CEDEAO. Et comme je dis, il faut maintenant peut-être mettre en avant des bons offices pour qu'on puisse échanger et que ce soit pour le bien-être de nos économies et privilégier également l'intérêt commun de ces populations. Et enfin, je termine pour vous dire merci et merci à tous. Nous sommes heureux de cette visite aujourd'hui qui est porteur d'espoir et de changement pour notre pays depuis le 30 août 2023. Sur ce, je vous remercie et merci pour l'hospitalité accordée. Merci. Cet entretien qui a vu la présence de la presse nationale et internationale, parmi lesquelles CNN Télévision, s'est achevé dans la cordialité fraternelle entre les délégations ivoiriennes et gabonaises. En fin de semaine dernière, les musulmans de la planète ont eu un vendredi consacré tout simplement à la nuit du destin. Un vendredi qui était un grand moment, un tout petit peu amorçant déjà la fête de l'Aïd el-Fitr. Et le mercredi, c'est à cette grande fête que se sont donnés les musulmans, mais une fête qui s'est mêlée à la prière, au don, au partage, tout ce que vous pouvez savoir. C'est l'heure de notre grand format. Ce grand format, toute l'équipe de reportage dirigée par Ousmane Koulibaly a choisi à Abidjan la grande mosquée de la Riviera Golfe dans le quartier résidentiel de Cocody. La grande fête musulmane, l'Aïd el-Fitr Moubarak, a été un grand moment de remerciement à Allah pour l'espoir de tous les musulmans de voir leurs péchés pardonnés et un grand moment de fête et du partage. À Abidjan, en Côte d'Ivoire, la grande mosquée du quartier résidentiel du Golfe à Cocody, comme je l'ai dit tantôt à la Riviera, a accueilli de nombreux fidèles musulmans. Des personnalités de l'économie ivoirienne, des diplomates, des membres du gouvernement et son Excellence Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire, qui, comme vous le savez tous, a pris part activement, matériellement, à soutenir les chrétiens lors de leur mois de jeûne et à soutenir les musulmans sans aucune différence. Encore une laïcité qui se prouve par celui dont j'ai toujours l'habitude de dire, qui parle peu mais pose des actes francs. Il était là. Il a pris part à cette grande cérémonie qui marquait la fin du Ramadan et implorait comme ça Allah pour qu'il bénisse la Côte d'Ivoire et toute l'Afrique entière. C'est le grand format de ce programme. Le mercredi 10 avril 2024 a été décrété en Côte d'Ivoire journée fériée, marquant ainsi la grande fête musulmane, l'Aïd Moubarak ou encore l'Aïd el-Fitr. L'équipe de CNN s'est rendue à la grande mosquée de la Riviera Golfe dans le quartier résidentiel de Cocody, où tôt, aux premières heures matinales, les fidèles musulmans avaient pris place. Dès 8h39, l'arrivée discrète dans la plus grande piété des membres du gouvernement de la République de Côte d'Ivoire, les membres du cabinet civil de la présidence de la République, les présidents des institutions, ainsi que le vice-président de la République, son Excellence M. Tchemoko Mele Kone, qui rejoint sa place dans cette esplanade de la grande mosquée devenue très étroite pour la circonstance. C'est à 8h43 que le cortège présidentiel fait son entrée dans l'enceinte de la mosquée de la Riviera Golfe, avec à son bord le président de la République de Côte d'Ivoire, son Excellence Alassane Ouattara, pour prendre lui aussi
part à cette grande fête qui couronne le mois saint du Ramadan, observé par tous les musulmans. Il est accueilli par l'imam de la grande mosquée de la Riviera Golf et après quelques échanges dans le respect de la tradition musulmane et comme tout fidèle, se dirige à l'endroit qui lui est réservé pour cette cérémonie religieuse qui sera faite de bénédictions, de lecture des textes du Saint-Coran et de remerciements dits par l'imam de la grande mosquée de la Riviera Golf qui, une fois avoir rejoint la communauté musulmane, pour certains installés dans la mosquée, pour d'autres sous les tentes ou encore à ciel ouvert, il procède ainsi à la grande prière. Tout en remerciant les fidèles, les autorités politiques, ainsi que le chef de l'État de Côte d'Ivoire, son Excellence Alassane Ouattara, l'imam de la grande mosquée de la Riviera Golf a rappelé à tous les musulmans présents, et ce, en direct à la télévision, l'essence réelle de cette grande fête qui doit cultiver en chacun l'esprit du dialogue, de tolérance, d'écoute, d'humilité, d'amour véritable, de partage, qui doivent tous concourir à la gloire de Allah, le miséricordieux. Aujourd'hui, jour de l'Eid el-Fitr, est un jour de joie pour les musulmans. Le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a dit à ses propos: le jeûneur a des moments de joie. Il se réjouit lorsqu'il rompt son jeûne à la fin du Ramadan et se réjouit quand il rencontre Allah le jour du jugement dernier pour recevoir la récompense de son jeûne. Hadith rapporté par Bukhari et Muslim. La joie de ce jour est celle de la satisfaction d'avoir accompli son jeûne. La plus grande joie sera le moment au cours duquel le musulman rencontrera Allah subhanahu wa ta'ala en passant par la porte du paradis réservée aux jeûneurs. Face à Allah subhanahu wa ta'ala, que nous soyons parmi ceux-là. Chers frères, chères sœurs, aujourd'hui est aussi un jour de reconnaissance et de remerciement envers Allah subhanahu wa ta'ala principalement et envers toutes les personnes de bonne volonté qui nous ont permis de vivre Ramadan dans les conditions idoines. Nous sommes reconnaissants envers Allah subhanahu wa ta'ala qui nous a permis d'accomplir les 4e piliers de l'islam. Allah subhanahu wa ta'ala ne dit-il pas dans les 5 Courans, Sourate 2, verset 152, « Souvenez-vous de moi donc, je vous récompenserai. Remerciez-moi et ne soyez pas ingrats envers moi. » Allah subhanahu wa ta'ala dit également: pourquoi Allah vous infligerait-il un châtiment si vous êtes reconnaissant et croyant? Allah est reconnaissant et omniscient. Sourate 4, verset 147. La zakat de fitr dont nous nous sommes acquittés, les invocations que nous récitons depuis ce matin et la prière que nous venons ensemble d'effectuer sont des manifestations de notre reconnaissance envers Allah subhanahu wa ta'ala. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala les agrée et nous fasse miséricorde. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Wa
Walillahi alhamd. Chers frères, chères sœurs, nous avons également le devoir d'exprimer notre reconnaissance et nos remerciements envers les personnes de bonne volonté qui nous ont contribué à faire ce mois béni, un moment agréable de spiritualité, d'adoration et de partage. Le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nous y exhorte en disant: rembourser les bienfaits par reconnaissance. Quiconque n'est pas reconnaissant envers les gens ne l'est pas envers Dieu. Je voudrais saisir de cette occasion pour traduire notre reconnaissance et nos remerciements à nos autorités, avec à leur tête son Excellence, Monsieur le Président de la République, El Hadj Alassane Ouattara, qui ont garanti notre sécurité et apporté leur soutien matériel et financier à la communauté musulmane, facilitant ainsi la rupture du jeûne et l'accomplissement dans les meilleures des conditions des actes d'adoration et de dévotion. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala accorde la meilleure récompense à nos autorités. Je voudrais enfin saluer l'engagement de tous les membres des instances et dirigeants de la fidèle et les fidèles de la grande mosquée de la Riviera Golfe qui ont apporté leur soutien à leur mosquée et aux imams pendant ces mois bénis. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala récompense chacun et chacune pour l'effort et le soutien et qu'il fasse que ce Ramadan nous ait permis de nous purifier de nos péchés et de renforcer notre foi. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. لك الحمد على إتمام الصيام شهر رمضان المبارك. اللهم لك الحمد على ما قدرت لنا بقيام ليالي رمضان بالصلاة والعبادات. ولك الحمد على ما يسرته لنا بتمام قراءة القرآن في شهر رمضان. فتقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين وأعز اللهم رئيس البلاد son excellence El Hadj Alassane Ouattara ومن عليه بالعمر والصحة والعافية مع أسرته الكريمة وأيد حكومته بالتوفيق لخدمة كوت ديفوار. اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمة ولاة أمورنا واجعل اللهم ولايتنا في من يخافك ويتبع رضوانك. اللهم إنا نسألك الخير كله آجله وعاجله ما علمنا منه وما لم نعلم ونعوذ بك من شر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم نسألك أن تغفر لنا وترحمنا رحمة تغنينا عن رحمة من سواك. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تضع منا ولا معنا شقيا ولا محروما. اللهم اغفر موتانا اللهم اغفر موتانا واشف مرضانا واشف مرضانا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بجاه الفاتحة. مغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. C'est alors qu'à la fin de cette prière et dans la ferveur religieuse réelle, tout en rendant grâce à Dieu, que s'est achevée cette grande prière. Et le président de la République, son Excellence Alassane Ouattara, chef de l'État de Côte d'Ivoire, a répondu aux sollicitations de la presse nationale et internationale. Siné a suivi pour vous toute la cérémonie. Je voudrais d'abord remercier l'imam Traoré pour son sermon et aussi
rendre gloire à Allah de nous avoir permis de faire ces 30 jours de jeûne et d'avoir eu les moyens d'aider ceux qui en avaient besoin. Et ça a été un grand moment pour l'ensemble des Ivoiriens. Et comme l'a dit l'imam, on a vu à l'occasion de la CAN que l'union fait la force des Ivoiriens. Et je voudrais souhaiter bonne et heureuse fête à tous nos concitoyens. L'Aïd al-Fitr est une fête importante pour les musulmans et la période de carême du Ramadan a correspondu avec la Pâque également cette année. C'est un signal très fort. Donc mes meilleurs souhaits de santé, de paix pour notre pays, de longévité pour nous tous et que Allah continue de bénir notre beau pays et d'unir les Ivoiriens dans la paix. CNN a recueilli quelques impressions de ministres et fidèles musulmans satisfaits de clore en beauté ce mois saint du Ramadan. D'abord, le mois de jeûne s'est passé dans de très bonnes conditions. Ensuite, vous avez écouté l'imam, qui est revenu sur des événements majeurs, notamment la CAN qui a été organisée. Et grâce au leadership du président Alassane Ouattara, nous avons pu, dans la sécurité, dans la quiétude, organiser cette CAN qui a vu aussi la mobilisation des jeunes. Puisque je leur ai rappelé que près de 20 000 jeunes ont été mobilisés sur l'ensemble du territoire national pour aider à l'organisation de cette CAN. On prie tous Dieu que le président de la République ait longue vie et santé pour continuer à conduire ce pays sous son leadership et fasse Dieu que notre pays demeure durablement dans la paix et dans la stabilité. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nous sommes très heureux de participer à ce Ramadan. Nous sommes très émus. Nous remercions le tout miséricordieux, Allah, la gré et son prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam de nous avoir permis de mettre ces 30 jours de jeûne. Nous le remercions très bien. Pour ce qui concerne la fête s'est bien passée, y compris la prière aussi. Et on espère que tout continue bien et que Dieu vraiment exauce la prière, qu'il veille à ce que nos péchés soient pardonnés et que la fête soit bonne. Au terme d'un mois de pénitence, un mois de piété, nous avons tous assisté, nous avons tous vécu le Ramadan à fond. Et aujourd'hui, c'est le jour de célébration. Nous sommes venus à la mosquée de la Riviera Golf où nous avons prié, nous avons rendu un culte à notre Seigneur qui est Allah. Donc vraiment, je souhaite à toute notre communauté musulmane une bonne fête de Ramadan et qu'on continue sur cette lancée-là, on continue à expier nos péchés, qu'on continue et qu'on ne baisse pas les bras. Tout en vous remerciant d'avoir pris de votre précieux temps pour regarder ce programme panafricain, je vous invite à regarder en replay sur www.cwebinfo.net et 24h/24 sur le www.cnntv.ci. C'était votre programme d'information avec l'UIL, l'Université internationale de Libreville, le fleuron de la formation universitaire en Afrique. C'est terminé pour cette émission hebdomadaire. Je suis Consti Eka. Au revoir.